Et bonjour à tous, c'est un nouveau film de Actus Streaming et c'est une sortie Netflix et c'est notre premier documentaire. Je crois qu'on n'a pas fait de documentaire jusque-là et pourtant Netflix est assez connu pour mettre à disposition des documentaires assez régulièrement. Ça s'appelle Hell Camp, le cauchemar des colos de redressement en français ou Hell Camp Teen Nightmare en anglais. C'est un film britannico-américain, donc avec une équipe entre les deux, sur un sujet donc, qui va se passer plutôt aux États-Unis. C'est réalisé par Lisa Williams. Alors Lisa Williams, c'est une documentariste qui avait eu un BAFTA pour une mini-série documentaire sur un serial killer qui s'appelait The Yorkshire Reaper. Peut-être l'éventreur du Yorkshire, si c'est comme Jack the Ripper, je pense. Au scénario, nous avons Rob Ellis et Tom Ryan. À la production, nous avons Charlotte Berstow. Alors, intéressant, elle, avant, elle était un peu spécialisée plutôt dans le travail de recherche autour des documentaires. Elle s'est mise à faire de la production par la suite. Donc on est dans la gamme des documentaires que je qualifierais au sens général sur Netflix. On a des documentaires autour des faits divers, on pourrait dire ça. Oui, Et donc dans les faits divers, il y a notamment les tueurs en série. Peut y avoir aussi des affaires de crime type Petit Grégory, etc. Et là on est dans une affaire effectivement avec des... On est dans du crime, hein. Donc, clairement on peut aller il y là-dedans. avait sorti par exemple une mini-série qui s'appelait Wild Wild Country, mini-série documentaire qui parlait d'une secte qui s'était installée aux États-Unis fut un temps, dans une petite ville. Qui était très bien aussi, que je vous recommande par ailleurs. Voilà. Ce sera pas ma reco, mais c'est dans le même genre de délire. À savoir, en fait, film documentaire avec des interviews des personnes d'aujourd'hui, des images d'archives et une narration, bien entendu. Ça reste un film. Le documentaire reste un film de cinéma avec une narration. Et donc aussi une part de... fictionnalité plus ou moins assumée, dirons-nous, sans rentrer dans les détails, mais voilà, de toute façon, le documentaire, c'est toujours de la mise en scène. Voilà. On reste dans du cinéma. Alors en tout cas, tu as dit un truc assez intéressant. Effectivement, c'est quand même des films qui sont montés donc avec des montages d'entretien, des reconstitutions et des archives, quoi. Donc en fait, c'est souvent des films de montage. Là, il y a quand même un directeur de la photo qui s'appelle Stefano Ferrari, qui est un peu un spécialiste du genre et qui avait notamment fait la mini-série Don't Fuck Twix Cat sur Netflix. Qui était pas génial, je crois. D'ailleurs, dans la fin, tu sais que la fin, le mec à la fin, il est en France. Ah bah d'accord, bah je ne savais pas. Genre, il est pas n'importe où en France, il est genre à 20 minutes de chez moi. Je sais comment y aller. C'est son voisin, mais très bien. Et bah ok. Alors je sais pas si c'est un tueur en série du coup, parce que je sais même pas de quoi ça parle, mais c'est terrifiant ce que tu me racontes. Alors tueur en série, je crois qu'il a tué une personne et des chats. Et il y a ton chat qui est passé derrière pile à ce moment-là, c'est terrible. Non. Je l'ai vu passer. Si, je l'ai vu, je l'ai carrément vu passer. Mais il va hacker le stream un jour et ce sera très très bien. Au montage, nous avons Andrew Houston, qui est un collaborateur de la réalisatrice. Et là, comme vous l'avez bien compris, moi les films donc sur ce format-là, sur le format Netflix, même si je sais que Netflix sort aussi des documentaires qui vont sortir un petit peu de cette formule-là, notamment, je crois, l'affaire Watt, c'est pas vraiment sur ce système-là, par exemple, le film sur les attentats du 13 novembre, la mini-série, était pas vraiment sur ce format-là non plus. Mais donc ça, c'est un peu le format typique. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout mon... J'avais jamais regardé, donc je me suis dit c'est l'occasion. Et voilà, donc je serais ravi de pouvoir vous parler de ça. Mais avant tout ça, Nam, est-ce que Hell Camp, le cauchemar des colos de redressement, parle du SNU ou pas du tout? Un peu. Un peu peut-être, hein, finalement. Un peu peut-être. Il y a quand même des points. Il y a quand même des points où on peut se poser la question, tu vois. Est-ce que c'est pas en voyant ce genre de truc ils ont eu l'idée du SNU? C'est possible. Hein. Est-ce que on peut dire aussi que ça commence par des images de Paris Hilton que j'ai pas forcément mises? Oui, très surprenant. M'attendais pas du tout à voir Paris Hilton là-dedans. Non, non plus. Pour une histoire. Alors, c'est passé à la télé et tout. Il y avait un gouverneur et tout, donc j'imagine que c'est une affaire qui a fait du bruit aux États-Unis, mais qui a pas passé les frontières. Parce qu'on est quand même sur un problème très américain. Bon, jusqu'à le SNU chez nous. On était sur un problème qui était jusqu'à maintenant très américain, c'est ça qu'on va dire. En gros, voilà. En gros, l'histoire de base, c'est la création du premier camp pour jeunes, enfin de camp de redressement pour jeunes américains. Mais c'est un camp de redressement un peu particulier. On n'est pas sur une sorte de prison pour jeunes. Bon, je caricature, hein, mais un camp de redressement, oui, c'est pas un centre de détention. C'est plus, c'est plus effectivement le format d'une colo. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu que en français il y avait les deux titres. Il y avait les camps de redressement et je crois qu'ils ont changé pour les colos de redressement par la suite.
la traduction, puisqu'effectivement ça ressemble plus à on va faire une espèce de trek là dans le désert, en tout cas ça commence à cet endroit-là, dans un état un peu désertique. Je sais plus dans quel état c'était d'ailleurs par ailleurs. Et en fait, et par contre, voilà, point important, en fait ça parle des premières tentatives de ce type de camp, de projet aux États-Unis. Et dans lequel on va avoir donc un encadrement. Ouais, on va avoir un encadrement des enfants et des adolescents qui sont là-dedans, donc plutôt des adolescents d'ailleurs, qui, donc faut dire, ça se passe dans les années, alors c'est 89, hein, je crois, le début, fin des 80, ouais. Fin des années 80, et en fait, le but, c'est d'avoir un encadrement qui est un encadrement de type militaire, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, c'est un encadrement qui est basé sur, il y a des règles très strictes, il faut suivre les règles très strictes, et encadrement militaire plutôt à l'américaine. Si vous avez vu le début de Full Metal Jacket, le sergent instructeur, c'est plutôt ce genre de vibe, quoi. C'est vraiment, c'est pas basé sur la pédagogie et la bienveillance. On peut dire ça comme ça. Donc du coup, ça c'est la première image du film. Donc le film, effectivement, je disais, va montrer un petit peu, va revenir sur des lieux dans lesquels le fait divers s'est passé. Mais va aussi faire des images, plus de reconstitution, on va dire, illustrative. On le verra un petit peu par la suite, notamment, il y a une salle de procès, ce genre de choses. Ouais. Et donc, on va avoir un format témoignage, donc on va avoir des gens qui ont été emmenés dans ces colos de redressement, et notamment cette première jeune femme qui va nous expliquer comment elle a été emmenée dans un camp comme ça, où en fait, un matin, il y a 2 types qui sont rentrés dans sa chambre et qui lui ont dit « Tu viens avec nous ». C'est ça. Et là, déjà, il y a un problème. Déjà, il y a oui. C'est-à-dire que techniquement, c'est un enlèvement. Voilà. Ils les font passer par un enlèvement déjà. C'est-à-dire qu'en plus, c'est même pas genre, elle est même pas au courant. On lui dit pas. Oui, donc en fait, elle va le savoir uniquement parce qu'il va y avoir une lettre de ses parents dans sa voiture qui va dire voilà, pour ton bien, on t'envoie dans un camp de redressement. Enfin, dans cet endroit, dans cette espèce de colo, fais ce qu'on te dit et voilà, c'est normal, c'est prévu. Oui, en gros, l'idée, c'est que les enfants que les parents n'arrivent plus à gérer, en mode truc de la dernière chance, c'est là-bas qu'on les envoie. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc c'est des parents désespérés qui payent cher pour envoyer leurs gosses et espérer qu'ils grandissent, en fait. Voilà, donc effectivement, donc ça c'est typiquement une reconstitution où ils ont réécrit la lettre pour mettre dedans. Alors déjà, moi j'ai toujours une petite réserve, c'est que je trouve que bon, évidemment, quand on fait un film avec des témoignages et des archives, etc., il faut bien un petit peu meubler visuellement ce qui se passe. Et on se retrouve à faire des reconstitutions comme ça où j'espère vraiment qu'ils n'ont pas écrit ça sur le dos d'une enveloppe à moitié arrachée, parce que c'est encore plus glauque. J'espère, je sais pas que. Enfin bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu étrange comme reconstitution, quoi. Mais bref, effectivement, donc on va avoir d'autres personnes, et notamment donc cette personne qui était donc field director, donc en fait c'est un peu chef des opérations, on peut dire ça comme ça. C'est un peu un mec qui est sur le terrain, quoi. C'est le premier instructeur encadrant qui a été recruté, et c'est lui qui chapeautait tous les autres. Et donc lui qui va avoir, donc on va comprendre. Alors, on va comprendre de toute façon que dans ces colos, va y avoir déjà des mauvais traitements, puisque déjà la personne est enlevée, et ensuite il va y avoir des mauvais traitements. Typiquement, on va leur demander dans le désert de porter des pierres dans des sacs à dos. S'il y a quelqu'un qui vole quelque chose, il va se retrouver ligoté. Alors je crois pas qu'on ait le droit de faire ça, hein, tout simplement. Non. Alors, sachant que les trucs dont on est en train de parler là, a priori, c'est pas des trucs que lui, il a fait. Voilà, parce que lui dit toujours... Alors lui, sa philosophie, c'est plus... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il accepte de témoigner, c'est plus... Oh, une bonne fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne du point de vue éducatif. En gros, c'est ça. Mais dit, la violence, avec moi, c'est non. C'est niet. Ça ne se passait pas. Sauf que, on va comprendre qu'il y avait... Les encadrants n'étaient pas très encadrés eux-mêmes. Et donc, des fois, il y a eu une vision assez... chacun faisait un petit peu à sa sauce, quoi. Et à sa sauce, d'où, au final, une espèce d'institutionnalisation dans ces colos de redressement des abus. Là, il y a un truc qui m'a un petit peu plus dans le film, c'est du coup la manière dont les témoignages sont filmés. Déjà, je trouve que ce type a une dégaine incroyable. Oui. Avec son respirateur, là, comme ça, son espèce de crâne d'animal trouvé dans le désert derrière, qui lui fait une espèce de couronne, on dirait un méchant de Marvel. Voilà, donc ça, là, je trouve qu'il y a une idée de mise en scène. En plus, je pense qu'ils ont pris les gens dans leur élément. Ils ont peut-être un petit peu bougé 2-3 trucs, rangé 2-3 trucs. Mais il y a quand même une espèce de petite malice à essayer de mettre les gens dans un cadre qui va les représenter psychologiquement. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Et toi, je crois que cette personne-là, j'allais dire ce personnage, mais non, cette personne, ouais. c'est un qui est aussi un personnage. Hein, je trouvais très intéressant dans son discours. Bon, tu sens que c'est un mec, voilà.
il a fait l'armée, Voilà. famille totalement Il a des catho-tradie, valeurs conservatrices, hein, on peut dire c'est ça comme ça. ça. Mais il est pas. Mais en même temps, tu sens qu'il a aussi une réflexion derrière ça. Et notamment, il va amener un thème qui est assez intéressant, qui est le thème du passage à l'âge adulte. En fait, ce qui est important, je pense, pour comprendre, donc le projet, là, c'est colo, ça s'appelle Challenger, c'est pour ça que vous voyez ça sur le nom. Et en fait, ça vient se greffer sur des choses. Parce qu'on peut se dire, mais comment des parents se disent, tiens, on va envoyer nos enfants se faire maltraiter dans une colo? On peut se dire, c'est débile, quoi, sur le fond. Donc en fait, c'est cette espèce d'institutions qui vont être mises en place, en tout cas ce projet Challenger, en fait, on va se rendre compte que ça va venir combler des choses qui n'existent plus forcément dans la société, comme tu le disais, par exemple, les rites de passage, l'encadrement, l'autorité parentale, ce genre de choses. En fait, ça va venir combler le vide, quoi, une espèce de vide d'ordre existentiel, quoi, d'une certaine manière. Parce qu'au final, ce dont il parle, de ce truc de passage, bon, déjà, c'est quelque chose qui a été traditionnalisé dans pas mal de cultures. Oui. Il existe plein de rites de passage à l'âge adulte, voilà, ou même d'entrer dans une communauté qui se font à divers âges, même que tu regardes, enfin, dans la culture catholique, les différents trucs, genre. La communion, la profession de foi. Ouais, voilà, tous ces trucs-là, ça fait partie des Oui, c'est étapes complètement ta des rites de vie, passage. Ouais. voilà. Donc c'est aussi une sorte de même étape. Aujourd'hui, ce truc étant plutôt perdu, c'est vrai qu'on va le retrouver, mais par exemple, tu vas avoir des jeunes qui vont faire une année sabbatique. Tu vas avoir des gens en effet qui vont partir dans le désert, je sais pas, 2 mois ou un truc comme ça. Par exemple en Asie, des gens qui vont partir au temple pendant une période donnée, ce genre de choses. La différence, quand même, avec tout ce que je viens de citer et ce qui est dans le film, c'est le consentement. Et c'est quand même ce point-là qui est le plus important, c'est-à-dire que si t'as envie de faire une année sabbatique, c'est que t'as envie de faire une année sabbatique. On te force pas, on t'enlève pas pour que tu fasses une année sabbatique. Bah, juste pour refaire un petit point justement historique, parce que en fait, je me suis un petit peu interrogé sur pourquoi ça arrivait à ce moment-là. Et en fait, l'adolescence, déjà, c'est un concept qui est relativement récent. C'est-à-dire que dans les sociétés anciennes, il y avait l'enfant, et l'enfant, une fois que... Alors pour les filles, avaient leurs premières règles, et pour les garçons, je ne sais rien, avaient leur premier poil, devenaient des adultes directement, quoi. Il y avait un passage de l'un à l'autre, et en général, effectivement, il y avait une cérémonie entre les deux. Effectivement, il y a encore des cérémonies comme ça qu'on retrouve, notamment chez les latino-américains, la quinceañera pour les filles, enfin ce genre de trucs qui correspondent un petit peu. Mais ce concept d'adolescence, donc déjà ça apparaît au XVIIIe siècle et ça apparaît dans les couches bourgeoises de la société. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, chez les, je sais pas si on peut dire les prolos à l'époque, mais en tout cas chez les gens du commun, chez le tiers-état, on va dire ça comme ça, on passait directement enfant, adulte et puis c'était comme ça. Mais chez les bourgeois ou chez les aristocrates, il y avait toute une phase après l'enfance où il y avait un apprentissage, on va dire, un apprentissage. C'est-à-dire on allait voir un percepteur et on commençait à apprendre la vie, on faisait éventuellement un tour d'Europe. Et donc du coup, ce concept d'adolescence, avec tout ce qui est associé, faut d'abord voir que c'est un concept bourgeois. Et ça va être important aussi pour la suite du film, parce qu'on va voir que les familles qui sont visées par ces colos-là, en général, justement, c'est pas des familles populaires. On va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs Paris Hilton au début, qui est une riche héritière. Donc ça va être quand même relativement important. Et au 19e siècle, en fait, donc il va y avoir un trouble propre à l'adolescence qui va être identifié, avec en plus le romantisme qui est à ce moment-là, qui est celui de la crise d'adolescence, qui va être voilà, les adolescents, leur côté le plus ténébreux. Et c'est là où il va y avoir des positionnements qui vont être un petit peu divers, c'est que il y a des gens qui vont trouver qu'en fait, la rébellion adolescente, la débrouillardise, etc., c'est très bien. Alors, je sais pas, en France, exemplairement, ce serait par exemple les adolescents dans les romans de Victor Hugo. On aurait vraiment des ados qui sont montrés comme des ados débrouillards et autonomes, et on va voir ça comme quelque chose de positif. Ou ça va être au contraire présenté comme négativement. Ça veut dire ça va être les adolescents vont être perçus comme des personnes qui sont un peu prisonnières de leurs pulsions et de leurs passions, et qui justement vont avoir besoin d'un encadrement pour ne pas être en rupture avec l'ordre. Et l'ordre familial, hein, sous-entendu. Oui. Ça va être plutôt chez Rousseau, par exemple. Typiquement, on va voir ça. Et donc, du coup, on va voir tout de suite que ce problème de la crise de l'adolescence, c'est un problème de rupture avec l'ordre familial. Et donc aussi, ce que tu disais, c'est que l'un des points forts de ce projet, ce qui fait que ça a marché et que les parents se sont dit « oui, on va emmener nos enfants là-dedans », c'est que c'est des parents qui étaient démunis par rapport à leurs adolescents et qui ne savaient pas comment les gérer. Parce qu'ils étaient en rupture d'ordre. Donc déjà, est-ce que le problème c'est vraiment que les adolescents sont en rupture, ou est-ce que le problème c'est que les parents soient attachés à l'ordre? Donc déjà ça c'est la première problématique. Mais après on va voir plus tard dans le film certains parents témoigner, par exemple qui vont expliquer mais mon gamin il faisait n'importe quoi, c'est-à-dire il se droguait, il allait sur les trains pour sauter, on va voir un gars qui faisait ça. Et effectivement en tant que parent,
comment ne pas être tétanisé quand ton gamin met en danger sa vie, quoi. Là, c'est quand même un stade au-dessus de la crise d'adolescence pour moi. C'est-à-dire que Et le gamin va finir en prison, quoi, concrètement, hein. c'est ça, mais en plus, c'est toujours Ou le mort. même. Il disait, genre, toutes les semaines, il se retrouvait au poste. Enfin, Voilà, c'est ça. Donc, c'est ouais, un gros terrible. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes, certains témoignages de personnes vont nous dire que pour eux, ça a été en effet une expérience positive au final sur leur vie, qui leur a permis de revenir dans leur chemin, de quitter leur dérive, etc. Donc voilà, c'est un truc qu'on peut reconnaître au moins au oui, documentaire, c'est que c'est cette qu'il ambivalence-là, ouais. donne sa voix à tous les camps. Tout le monde peut s'exprimer et le documentaire ne juge pas les gens. Oui, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que montrer cette ambivalence, ça nous fait comprendre pourquoi des gens sont tombés là-dedans. En fait, ça nous fait comprendre comment une structure comme ça peut réussir à émerger en venant combler un vide et en faisant qu'en fait, comme ça se passe bien pour certains, ça se passe pas bien pour d'autres, mais en fait, il faut aussi justement faire la part des choses et se dire que ça devrait se passer bien pour tout le monde. Sinon, c'est que c'est pas valable, quoi. Ça, c'est pareil, et d'ailleurs, c'est les mêmes problématiques qu'on peut avoir par exemple sur des sujets comme le harcèlement scolaire. On va entendre plein de gens qui, en argument de défense de l'école, vont dire oui, mais moi ça s'est très bien passé l'école, j'ai trouvé ça super, j'étais avec mes copains, j'étais populaire, ça se passait bien. Oui, mais bon, tant qu'il y a des enfants qui sont harcelés, c'est que ça ne marche pas. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Donc ça, Et c'est peut-être que les gens qui disent ça faisaient partie des harceleurs. parfois, peut-être. C'est possible. C'est possible. En tout cas, on connaît la théorie, hein. Si vous avez été heureux pendant votre adolescence, bon. Donc là, Ouais. j'ai... Un peu côté malheureux. Hein. c'est ça. J'ai mis cette image, donc ça c'est une image d'archive. Donc en fait, dans le film on va utiliser plusieurs images d'archives, principalement de ce que j'ai compris des images d'archives, parce que c'est pas forcément explicité dans le film. C'est plutôt des vidéos promotionnelles qui ont été tournées pour faire la promotion des camps et des colos. Donc c'est qualité VHS à l'époque. Et voilà, donc c'est plutôt des choses un petit peu mises en scène comme si c'était un documentaire promotionnel. Mais là on voit quand même sur cette image-là qui est intéressante qu'effectivement on est dans une logique plus militaire que scout, quoi. C'est-à-dire on a vraiment des gros sacs, des gens qui avancent un peu péniblement. On a plus l'impression de voir une image d'un film de guerre qu'un sympathique camp scout, quoi. Plus une marche forcée que vraiment Même, une balade. de ce qu'on comprend assez vite dans le film, c'est que ils sont quand même dans des conditions très dures. Bon, ils sont en plein milieu du désert. Ils font des treks, alors qu'ils sont pas forcément extrêmement longs, mais les conditions font que c'est très difficile. Et malheureusement, il y a 90, donc même pas un an après l'ouverture du premier camp, en fait. Il y a déjà un premier mort, enfin Voilà, une qui... première mort. Alors, c'est une jeune fille, si j'ai bien compris, qui avait des problèmes d'addiction par ailleurs, enfin, en tout cas des C'est problèmes ça. de santé assez importants, et qui ça, s'est d'ailleurs, retrouvée dans ce camp-là, et qui, effectivement, est décédée sur le camp, et donc, tout de suite, on va considérer, effectivement, que c'est une négligence. Alors déjà, on va pas dire c'est à cause de la marche forcée ou tout ça, on va pas dire c'est un meurtre, mais on va dire au moins il y a eu négligence, quoi. Et donc ça, Oui, c'est la famille, donc on va revenir sur la soit, famille de cette jeune fille. après, c'est toujours pareil, mais pour que ce soit qualifié en meurtre de manière juridique, il faut que ce soit volontaire, Voilà. ou alors qu'il y ait une action directe. Et dans ce cas, c'est un meurtre involontaire, c'est pas fait exprès, mais qu'il y ait une action directe pour le truc. Vu elle est morte dans les conditions du truc, qui étaient des conditions pas normales en fait, Oui. où mettre des gens, voilà, elle est morte. Et malheureusement, le film va nous apprendre qu'ils ont perdu le procès. Ouais. Personne n'est tenu responsable du décès. C'est considéré comme un malheureux accident et c'est tout. Donc là, on va revoir, donc ça, c'est par exemple encore une image d'illustration, on va voir effectivement une salle de procès un petit peu emblématique. Voilà, pour moi, ces reconstitutions, ça apporte pas grand-chose, c'est plus illustratif. Après, évidemment, c'est assez émouvant quand même de voir la mère et le frère, donc qui, eux, sont toujours vivants. Et la mère, quand même, essayer d'expliquer... finalement, elle s'en veut aussi. C'est ça qu'on comprend tout de suite. Ah oui, C'est-à-dire que forcément, c'est elle qui l'a envoyée là-bas parce qu'elle était désespérée face à la situation. Elle se dit, mais finalement, j'aurais mieux fait de la garder avec moi et de la laisser faire des conneries. Ça serait peut-être mieux passé, quoi. Le film va aussi utiliser des éléments un petit peu plus type... alors, pareil pour de la reconstitution des images d'archives. Et là, moi, j'arrive sur le point vraiment du film qui me plaît pas du tout. Parce que pour l'instant, j'ai été plutôt positif. C'est-à-dire que là, typiquement, c'est... effectivement, non coupable. Alors, au cas où vous n'avez pas compris, c'est non coupable, on l'a surligné, on l'a souligné, on l'a entouré. Vraiment, c'est non coupable. Oui. Puis vous avez une musique, vraiment. Moi, c'est vraiment le problème que j'ai dans le film, c'est que tout le temps, il y a une musique qui sursignifie tout ce qu'il montre. Et en fait, à force de sursignifier tout, alors c'est très bien, c'est un film que tu peux comprendre sans le regarder. Vraiment, t'écoutes que la musique et tu sais si c'est triste ou pas. Hein, t'as même pas besoin d'être devant. Tu peux faire ta cuisine et ta popote en même temps. Donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être plus un téléfilm qu'un film déjà. Mais en fait, pour moi, le problème, c'est que là où le film essaie de poser des ambiguïtés morales, essaie de montrer des choses un petit peu plus profondes et un petit peu plus deep, cette sursignification au-dessus, pour moi, ça s'effondre un peu en termes de mise en scène. C'est-à-dire que
t'as plus de capacité à réfléchir pendant le film. Et en fait, t'es obligé d'arrêter le film ou d'attendre que le film soit terminé pour ensuite aller faire tes propres recherches pour réfléchir au sujet. Parce que là, t'es vraiment pris dans un truc où c'est uniquement le régime de l'émotion. Et d'ailleurs, le régime de l'émotion est en plus formaté. Parce qu'encore, quand on fait des témoignages, c'est intéressant parce qu'en fait, tu as l'émotion des personnes qui ont vécu ça. Donc il y a quelque chose de sincère. Mais c'est à toi de positionner par rapport à cette émotion-là. Tu peux tout à fait te dire, bon, cette émotion-là, elle est après, elle est reconstituée, elle est tout ce que tu veux. Tu peux quand même avoir un décalage. Mais quand en plus on te rajoute la musique pour te dire, attention, hein, là la personne elle est vraiment triste. Attention, hein, là le mec il n'a pas été coupable, c'est vraiment très très dramatique. Tu as bien compris qu'il a pas été coupable. Bon là c'est en faire 10 fois trop. Et je pense que c'est ne pas miser sur l'intelligence du public. Et malheureusement, je pense que ce format qui est le format le plus populaire sur Netflix est un format où Netflix dit non, mais nous faites pas un truc intelligent par pitié. C'est dommage, parce que le sujet est vraiment très intéressant et je trouve que ça mérite un traitement qui soit un traitement respectueux des gens qui regardent, parce qu'en fait, les gens qui regardent sont pas cons, et même quand ils font leur popote, ils sont totalement capables de relever la tête, de s'intéresser, etc., et de faire des recherches complémentaires, il n'y a pas besoin de leur sursignifier tout en permanence. Alors là, c'est la femme du coup du directeur, enfin du patron de la fondation Challenger. Voilà. Qui s'appelle Steve Cartisano, c'est son nom. Oui. Ouais, la famille qui... Alors, on est sur un truc quand même où pendant tout le film, la famille, ils vont défendre ce type bec et ongle sur absolument tout. Il y a la femme et il y a la fille. Et du coup, le gars est mort hein, au moment du documentaire. Ouais. Et il est mort assez la jeune fille de va maladie. juste dire, à un moment, elle aurait... Enfin, les deux disent qu'ils auraient aimé que le mec finisse par faire autre chose. Ouais. Ce qu'il a jamais fait. Mais par contre, les descriptions qu'on a de lui... Je sais pas si ça fait ce truc-là aussi, mais moi, plus j'entendais ce mec être décrit, plus je me suis dit, mais ça puait de ouf. On est sur un type... Déjà, c'est pas normal que des gens parlent de lui comme un génie, tu vois. Un génie, c'est un truc de ouf. C'est intéressant de voir le profil de cette personne. Alors, ça arrive assez tardivement dans le film. Hein. C'est à partir du milieu du film, finalement, que cette figure apparaît. Et on va comprendre que c'est un gars qui, lui, a vécu dans un milieu toxique avec des parents toxicos. En gros, va avoir fait l'armée. Il a fait l'armée, et c'est l'armée qui l'a remis sur le droit chemin, entre guillemets. Puisque après il a fait des conneries, donc est-ce qu'il était vraiment sur le droit chemin? Et en fait ce mec là, moi je me suis demandé quelles étaient ses intentions. C'est toujours le problème, pourquoi il a fait ça? Et moi le truc fondamental, le premier truc auquel je pense, c'est effectivement, comme tu dis en commentaire, c'est en fait le mec a voulu faire une espèce de truc de développement personnel / gourou secte parce qu'en fait le mec est un psychopathe en fait, tout simplement. Ça, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Donc au début, on se dit, ah, mais peut-être pas. Mais en fait, au début, tu te dis non. En fait, le mec a quand même une espèce de besoin de revanche sur la vie et a besoin de faire un truc qui marche. Et en gros, il est dans cette espèce de mentalité de start-upper, en gros. Ouais. Et en gros, il a monté sa start-up. Et en fait, sa start-up... c'est surtout, au début aussi, c'est là où tu te demandes à quel point c'est institutionnalisé la maltraitance, c'est à quel point en fait il a mis un peu n'importe qui à gérer n'importe quoi et du coup ça a fait des comportements de maltraitance. C'est-à-dire qu'en fait le mec il a quasiment pas géré, il était pas sur les camps, il était juste là à récupérer du pognon et aller chercher des investisseurs quoi. Donc voilà le fameux Steve. Par ailleurs, donc quand je disais... quand même au début du film est plutôt présenté comme un profil un peu arnaqueur, start-upper. Après ce premier déconvenu juridique, on va dire ça comme ça, enfin ce premier drame en fait en réalité. Première tragédie. Oui, du coup, le premier camp a dû être fermé le temps du procès. Voilà. Et ça leur a fait une pute de merde. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand ta start-up elle ferme? On remonte une deuxième start-up. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aussi pour gagner plus d'argent? En fait, il va monter en gamme et en fait, maintenant, il va faire des croisières dans les Caraïbes. Des croisières, là, pareil, avec encadrement militaire, mais sur des bateaux, quoi. Ça s'appelle du rebranding. Voilà, exactement. Par ailleurs, à ce moment-là, sa femme qu'on a vu précédemment a dit, mais je lui ai demandé de faire autre chose. Je lui ai dit, bon, certes, alors c'est marrant, elle dit, I wanted him to convey for the family in another way. C'est-à-dire, je voulais qu'il apporte la nourriture à la famille d'une manière différente. On voit quand même qu'on est dans un milieu assez conservateur, où c'est l'homme qui doit ramener l'argent, etc. Donc elle lui a dit, moi ça me dérange pas que tu rapportes de l'argent, mais fais-le d'une autre manière. Et en fait, c'est là où on va se rendre compte que ce type-là a quand même une obsession avec son idée. Alors, est-ce qu'il a une obsession avec son idée? Alors, il y a plusieurs théories après par la suite. Parce qu'en fait, le mec veut profiter de ça pour avoir de l'emprise sur des adolescents. Ça, c'est le premier cas. Ou est-ce que le mec est juste obsessif avec son idée parce qu'en fait, il est obsessif par nature et en fait, il est persuadé d'être un génie, donc forcément, l'idée qu'il a eue est la meilleure
Et même si on lui a dit qu'il avait tort, il est incapable de se remettre en question, il ira jusqu'au bout avec ça. Sans doute un peu des deux, on le verra vers la fin. Sûrement des deux, ouais. Alors, Putain, ouais. va aussi apparaître le personnage de la fille de Steve, et là, on va avoir un nouveau layer qui est attendu, hein, franchement, à ce stade-là, c'est qu'en fait, il y a aussi un fils. En fait, il y a aussi un fils dans la famille de Steve. Sauf que le fils de Steve, bah, en fait, il est tombé dans les trafics, il est tombé dans les trucs comme ça, et là, il est en prison. Donc, en fait, Ouais. lui, ce qu'il prétendait faire pour les autres, a été incapable de le faire dans sa propre famille. Donc Ouais, déjà, mais on- en même temps, il était jamais là pour sa famille. voilà, parce qu'il était jamais là. Donc en fait, on voit l'hypocrisie de tout ça. C'est-à-dire que tout ça n'est fait que pour faire de l'argent ou pour avoir des bénéfices à côté, mais on voit bien que tout ça, c'est du flan. C'est du flan. En Et fait, ils vendent du flan. puis surtout, s'il avait une quelconque capacité d'éducation, Oui, on voilà. voit que c'est fou. Ça marche pas. Hein. Voilà, donc ce type-là aussi a été promu à la télévision, parce que des fois, on le voit en interview à la télévision. Donc il y a tout un système médiatique qui, comme c'est une personne charismatique, va le mettre en avant, alors que le mec n'a aucune compétence, aucun diplôme, des affaires au cul, et de toute façon, ça se voit qu'il a des problèmes même quand il parle, et va le mettre en avant, et le promouvoir, et l'aider à faire sa promotion. Et on va voir qu'en fait, c'est pas un problème individuel. C'est-à-dire, c'est pas ce type-là. C'est le problème, c'est que ce type-là arrive à faire ce qu'il fait. Et que tout le monde, limite, l'aide à faire ce qu'il fait, et tout le monde trouve ça. C'est génial pour le business. Donc ça, c'est un autre souci qu'il va y avoir par rapport au personnage. Voilà, donc ça, c'est le fameux fils, qu'on va juste voir en image Voilà. d'archive. Et donc là, on arrive sur alors une séquence, donc il y a troisième rebranding, puisque forcément les croisières, ça marchait plus trop. Et donc là, il s'est barré au Samoa, donc au large de la Nouvelle-Zélande, dans ce coin-là, en Océanie. Et il a ouvert un camp sur une île. On va avoir deux personnages principaux, en tout cas deux témoignants principaux. Donc cette femme et ce monsieur. Et alors donc, on va avoir une petite particularité, c'est qu'ils vont se retrouver au camp sur les Samoa tous les deux. Et en fait, ils se connaissaient d'avant. Ouais. Parce qu'ils s'étaient déjà vus à un endroit, ils avaient des amis en commun et ils se connaissaient d'avant. Et pour moi, ce montage en parallèle dans le film, pour moi, c'est le meilleur truc du film. C'est vraiment la scène la plus poignante et la plus... En fait, c'est le plus dramatique, et la manière dont c'est fait est vraiment bien amenée. C'est qu'en fait, cette jeune femme est donc sur le camp, et elle, alors déjà, elle va subir des abus et des mauvais traitements, et notamment des mauvais traitements de son camarade, donc c'est à lui que tu faisais référence tout à l'heure, qui va le ligoter. Mais lui, en fait, à l'époque, sur le camp, il dit clairement que, en fait, lui, il est arrivé sur le camp, mais en gros, il s'est un peu fait bien voir, et il est devenu un peu le capot, quoi. Enfin, il est un peu devenu l'encadrant parmi les jeunes. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent aussi, c'est que les adultes ne font jamais des mauvais traitements sur les enfants, ils délèguent ça aux ados pour qu'ils le fassent. Donc, comme ça, ils peuvent dire, s'il y a un problème, non, mais c'est les ados entre eux, ils se battent, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Ils peuvent dire que c'est pas eux. Et donc, lui... Bah, plutôt que d'être du côté des victimes, il s'est dit bah oui, bah, je vais prendre cette place-là, ce sera bien mieux. Et lui aussi, l'intuition qu'il a à cette époque-là, c'est qu'il se dit mais tout ça c'est une arnaque en fait. Tout ça c'est une arnaque dès le début, il le perçoit tout de suite. Et il se dit bah je vais essayer de prendre ça comme des vacances et de jouer le jeu pour que ça fonctionne. Et elle, en fait, va être une jeune fille un peu fragile et ils vont complètement abuser de la situation envers elle, et vraiment ce qu'elle va subir est absolument dramatique. Et d'ailleurs, moi, je tiens à féliciter la dignité de cette femme qui témoigne, parce que vraiment, c'est très émouvant, et c'est très dur le témoignage qu'elle fait. C'est que déjà, elle va être maltraitée, donc l'autre jeune homme va la ligoter, et en plus, c'est son ami. Donc pour elle, c'est terrible. Elle peut plus faire confiance à personne. Aussi. Ouais. Elle va se faire waterboarder derrière. Voilà, donc va subir des tortures. Oui. Et le responsable du village à ce moment-là va carrément commettre une agression sexuelle envers elle. Et c'est le village d'Amoran à côté, je crois. oui, voilà. Et donc, Oui. et donc, Et elle est pas crue. Et il la laisse au bien village sûr. encore plus longtemps. Enfin, Mm-mm. horrible. C'est absolument terrible ce qui se passe. Et là, on se rend compte que cet homme qui voilà fait spawner un petit peu des camps comme ça un petit peu partout, en fait, est un irresponsable. Tout simplement. Est un irresponsable. Du coup, genre, ça se termine où c'est en mode il faut que ce soit l'ambassade américaine Ouais. qui, avec les autorités samoanes, envoie des voitures avec policiers et tout pour aller chercher les jeunes, pour les libérer. On voit l'ambassadrice, C'est- effectivement, qui est en Nouvelle-Zélande, l'ambassadrice américaine en Nouvelle-Zélande, parce qu'en fait, ils vont réussir à prendre une vidéo là-bas, et la jeune fille va réussir à envoyer sa vidéo de témoignage, et l'ambassadrice sur place va réussir à faire le truc. Donc là, ça passe un petit peu en mode... c'est presque quasiment un thriller à ce moment-là, parce qu'il faut savoir si la vidéo va arriver, etc., ce genre de truc. Ah oui, non, parce qu'en plus, il y a eu toute une histoire où ils ont appelé les autorités locales en mode faut surtout pas que cette vidéo sorte parce que ça va être mauvais pour les Exactement. touristes. Oh là là, mais. Et donc ça, c'est un autre personnage qu'on va voir dans le film. Et ce personnage-là, c'est l'avocat. Donc c'est l'avocat de Steve qui va le défendre. Et pendant tout le Pour film, le- d'ailleurs, il va continuer à le défendre. Et c'est vraiment la caricature de l'avocat américain, quoi. Mm. Un peu ripou.
Tu vois, qui fait Ouais. des cas un petit peu... Pas ripou lui-même en tant que tel, c'est pas ce que je veux dire. C'est plutôt qu'il va s'occuper des cas des mecs où on sait que c'est des salopards, mais ça va bien rapporter, quoi. Sauf que lui, il a jamais été payé et ça le fout en rogne. Et ça, c'est vraiment pour moi on dirait un personnage de dessin animé, on dirait un avocat dans Batman, quoi. C'est presque ça. Donc ça, c'est un personnage assez en couleur, mais qui va nous montrer que rien ne... En fait, tout ça est soutenu juste par un système, en fait. Et donc, effectivement, ce qu'on va apprendre, c'est que donc, ces camps thérapeutiques, puisque effectivement, c'est pas pédagogique, c'est une sorte de thérapie de conversion, existent encore de nos jours, et donc il y a un appel au témoignage par la suite. Et le film se termine par un dernier témoignage, où c'est une femme donc, qui témoigne, elle, d'un comportement de Steve Cartisano, et qui dit, donc, elle lui dit, en gros, il m'a mis de la crème solaire sur le dos, j'étais torse nu, donc, et il m'a dit de me retourner, et il m'a dit, je vais te passer de la crème sur l'avant, imagine que c'est ton père et c'est bon. Et alors ça, pardon, mais ça, c'est sans équivoque possible, c'est un comportement de prédateur. Il n'y a pas de, Complètement. y a pas de, là, il n'y a plus du tout d'équivoque. Et en fait, cette jeune femme-là, ce qui est assez intéressant, c'est que sur le moment, je pense qu'elle réalise le problème qu'il y a, mais c'est en fait du fait que le documentaire est en train d'être tourné et qu'on lui parle de tout ça et que tout ça remonte un petit peu à la surface et qu'en plus, avec la libération de la parole, avec le mouvement MeToo, etc., elle comprend qu'elle-même a été victime d'abus, ce qui fait qu'elle craque devant la caméra, hein, concrètement, Oui. et on craquerait à moins, évidemment. Ce témoignage-là montre que, sans doute, voilà, au-delà de l'arnaque, c'est-à-dire au-delà de la figure de l'arnaqueur, qui peut avoir des côtés sympathiques, à la rigueur, il tirait de l'argent aux bourgeois, pourquoi pas, il y a la figure de quand même quelqu'un de profondément pervers, et de, pourquoi pas, un tempérament obsessionnel plus comportement pervers. En fait, ce type était sans doute un psychopathe, quoi, tout simplement. Bilan pour moi, alors moi j'ai dit déjà, je trouve que la mise en scène ne me convient pas. Voilà, je le sais maintenant pour la suite. J'ai aussi une autre petite limite, c'est-à-dire que le film parfois aurait tendance à hésiter entre, d'un côté, montrer comment ce système se met en place et explorer un petit peu l'aspect sociologique de la chose, et d'un autre côté, s'intéresser à la figure de ce personnage, donc de Steve Cartisano, et des victimes, et de dresser plutôt un portrait psychologique de la chose. Et en fait, je pense que c'est deux sujets qui sont un peu différents, et qui sont pas assez approfondis dans chaque cas. C'est-à-dire que le côté sociologique aurait dû s'attacher à désindividualiser les choses, justement à pas dire il y a ce type-là, et lui, et machin, et aurait dû faire plutôt, d'un point de vue macro, comment le système a fait que c'est toujours passé entre les mailles du filet, comment, et même faire une enquête plutôt même avec, pourquoi pas une enquête d'ordre sociologique, de regarder tous les gamins qui ont été envoyés dans ces types de camps-là, pourquoi les parents les avaient envoyés, quels étaient leurs revenus, pourquoi ils l'ont fait, quelles étaient leurs affiliations politiques, etc. Enfin bon, une enquête sociologique, ça aurait été intéressant. Là, on a une ébauche, mais c'est pas finalisé. Et sur le portrait du personnage, donc plutôt le côté psychologique, il y a des pistes qui sont lancées, mais alors en fait, c'est un petit peu factice la manière dont c'est fait. C'est-à-dire la manière de le présenter un peu d'abord comme un arnaqueur, puis comme un prédateur. En fait, c'est... Je sais pas si au fil des recherches qu'ils ont fait sur lui, ils ont découvert ça, ou si en fait ils ont fait un storytelling autour de ça. En disant, regardez, c'est de pire en pire, pour faire en gros une espèce de gradation comme ça. En fait, moi j'aurais préféré limite qu'on focalise le documentaire sur cette personne-là, sur ce Steve, et qu'on dise voilà son enfance, voilà ce qu'il est devenu, voilà ce qu'il a fait, voilà sa famille, voilà, etc. etc. Et j'ai l'impression qu'on manque un petit peu de matière sur lui, par moment. On manque un petit peu de où il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, et aussi de voir peut-être des choses un petit peu plus dans le temps long. Par exemple, parce que les archives, bon, pareil, donc ça c'est à l'image de la mise en scène du film, tout est très cut, quoi. Ça cut énormément. Et donc en fait, les archives, on le voit parler, mais on le voit parler vraiment 3 secondes, quoi. Et en fait, pour se faire un avis sur une personne aussi, je pense que, même si c'est un avis forcément partiel, si on entend parler d'une personne pendant 5-10 minutes, même déployer un argumentaire, on va pouvoir au moins se dire, est-ce que cette personne est sincère ou pas? On va pouvoir avoir un sens de ça. Que là, on peut pas avoir. On est un petit peu prisonnier des quelques images qu'on nous montre, et on va pas voir beaucoup plus que ça. Et voilà, donc je trouve le documentaire un peu inabouti, par contre je trouve le sujet vraiment très intéressant, et je trouve qu'au niveau des témoignages, ça c'est bien agencé, et notamment le témoignage final avec les deux en parallèle, là c'est vraiment voilà, le bourreau et la victime qui sont, en tout cas l'un des bourreaux et la victime mis en parallèle comme ça. C'est des choses qui ont déjà été faites, hein. Je pense notamment à un film qui s'appelle The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, qui se passe en Indonésie, où en fait en Indonésie il y a eu des grands massacres des communistes au moment où les Américains ont déclenché un coup d'État, hein, concrètement, comme d'habitude. Et donc c'est des familles de victimes qui viennent voir le bourreau. Donc voilà, donc il y a tout un film qui a été fait autour de ça, si vous voulez regarder. C'est un film assez dur, mais si vous voulez regarder, il y a ça. Et voilà, cette mise en parallèle comme ça dans le documentaire marche très bien d'un point de vue purement
formelle et esthétique. Parce que Oui. moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Parce que c'est vrai que sur la partie plutôt documentaire, je me pose toujours la question de est-ce que c'est juste une page Wikipédia filmée? Dans ces cas-là, ça sert à rien, quoi. C'est autant lire la page Wikipédia. Mais là, ça va quand même plus loin. C'est-à-dire, ça amène quand même des témoignages inédits, ça les agence d'une certaine manière, donc ça crée quand même une espèce de formulation esthétique de la chose qui fait que c'est intéressant. Mais tu vois, genre, typiquement, c'est le genre d'histoire. J'aurais préféré qu'ils en fassent une mini-série. Même pas un truc très long, hein, genre 3 épisodes. Ouais, Juste pour avoir un peu plus de temps. Nous donner un ouais, peu plus de temps. De temps de réflexion, etc. Parce que pareil, t'as des. On n'en a pas parlé, mais t'as des interviews d'un policier qui a travaillé sur les enquêtes du premier camp. T'as un journaliste qui travaille sur la question. T'aurais peut-être pu avoir des experts, justement, de ces questions d'emprise et compagnie, qui auraient pu venir nous faire des. Nous reconceptualiser ouais. certaines choses, certains témoignages. Puis même nous parler Et, de l'enquête, ça aurait été intéressant en soi. Du coup, Nam, est-ce que, à la suite de ce documentaire qui ne nous a pas laissé de marbre, tu as une reco de film à faire pour aller plus loin? oui, tout à fait. Et bah écoute, ça tombe bien, parce que j'ai décidé, avant l'émission, hein, tu as pu être témoin, je suis allé les chercher avant. Bravo, ouais. J'ai décidé de vous parler d'un documentaire, vous présenter un documentaire, vous conseiller un documentaire, qui n'a pas du tout cette forme-là. Au contraire, un documentaire plus en forme, qui prend la forme d'une sorte de d'essai documentaire, je dirais. Il s'agit de Francophonia Ah ouais, de Sokurov. Alexander Sokurov, Ouais, qui est ouais. réalisateur du coup, qui a fait un film sur le musée du Louvre. Le musée du Louvre, sa collection, sa vie, son histoire, son œuvre, ses œuvres plutôt, qui est très intéressant. Déjà parce qu'il va se dérouler à plusieurs époques, parce qu'il va y avoir de la mise en scène, parce qu'il va y avoir des réflexions très intéressantes sur l'art, la conservation de l'art de manière générale, l'histoire, la passation de l'histoire, euh, Napoléon qui a payé l'Égypte pour remplir son musée. Ce genre de choses, voilà. Mais voilà, c'est très intéressant, c'est vachement bien. Je vous recommande. C'est pas très long en plus, hein. C'est même pas 1 heure et demie, je crois. Et donc du coup, l'autre film donc, que je cherchais, c'était Les Maîtres Fous. C'était pas Les Rois Fous, c'était Les Maîtres Fous de Jean Rouch. Hmm. C'est un moyen documentaire, ça dure 36 minutes. C'est incroyable. En gros, ils sont allés tourner au Niger et ils sont allés filmer on revient quand même sur les trucs. Ils sont allés filmer une cérémonie d'une religieuse, je sais pas trop, d'une secte locale, où en gros c'est des locaux pour exorciser je veux dire, le démon blanc, c'est très cliché, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y a tout le poids de la colonisation, tous les oppressions et compagnie. Et en fait, ils se font un rituel où ils prennent de la drogue, et ils jouent des rôles et tout, où les gens ils sont complètement explosés. Et comme un exorciste de ce truc-là. Voilà, et surtout, c'est un document qui est. Alors, aujourd'hui, il y a des critiques qui sont faites vis-à-vis de ça, notamment dans le ton qui est employé pour parler d'eux. Je rappelle que Jean Rouge est un homme blanc des années 60, donc fatalement, voilà. Il y a des, Et puis c'était les pionniers du documentaire ethnographique, hein, on appelait ça comme ça à l'époque, je crois. Oui, oui. Mais du coup, voilà, il y a un côté un peu colonial, vision coloniale qui lui a été reproché. Mais par contre, c'est un document assez exceptionnel parce que ces cérémonies sont alors ouvertes au public pratiquement jamais et filmées encore moins. Et ça fait partie de pratiques qui peuvent encore se retrouver dans certains coins en Afrique. Voilà, donc je trouve ça très intéressant. Voilà, je vous recommande. Et je pense que ça doit être disponible sur YouTube si on check vite fait. Oui, oh À oui, mon avis. Eh bien, Nam, tu as 2 recos. Figure-toi que j'ai oui. une reco. Mais, Oh mais alors, quelle reco? Alors, vraiment, quand ça m'a fait tilt, je me suis dit, c'est la reco la plus extraordinaire de ce segment. Il faut bien que je m'envoie des fleurs de temps en temps. Je me dis, c'est incroyable. Si je te dis que j'ai trouvé un film de fiction Oui, où des adolescents se retrouvent sur un bateau, dans un encadrement quasi militaire, où ils apprennent la vie, avec un type qui est un peu gourou et qui a une notion toute personnelle des règles de sécurité, etc. Tu te dis, mais c'est le film qu'on vient de voir en fait. et je pense que tu parlais des Garçons sauvages de Mandico. Eh bien, pas du tout. Oh, sérieux? Parce Ouais. que c'est ça aussi, les Garçons sauvages. Alors, attention, j'ai un nouvel indice pour toi, et alors là, tu vas tomber de ta Oui. chaise, tu vas dire, mais de quoi il parle? C'est un film de Ridley Scott. Eh ben oui, Qu'est-ce mais que non. t'as- Mais ce film est inconnu, personne n'a vu ce film, sauf moi. Et voilà. Alien. Et sauf vous bientôt.
Et c'est un film qui s'appelle L'âme de fond, en anglais White Squall, c'est avec Dennis Quaid et Ryan Phillippe notamment. Et donc c'est un film qui est exactement sur le sujet dans lequel on est en train de traiter. Et je trouve que c'est plutôt un bon film de Ridley Scott. Alors moi j'aime pas tous les Ridley Scott, hein. C'est un peu en dents de scie je trouve sa filmo. Et celui-là, vraiment un sujet qui pour moi est très intéressant. Et en fait c'est l'histoire d'un bateau comme ça qui va être pris dans une tempête et qui va couler, il va y avoir des morts, donc va y avoir un procès de ce type-là qui va avoir emmené ces gamins-là. Et donc on va retrouver donc, cette idée de rite de passage, de se retrouver ensemble, communauté, etc., un peu gourou, etc. Donc voilà. Et je suis en train de voir une image, ils sont fit les jeunes. Hein. Ah oui, alors le film, par ailleurs, a une dimension assez homo-érotique qui m'a toujours intrigué. Donc voilà, ravi d'en parler avec quelqu'un si quelqu'un a vu le film. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de commenter, faites ce que vous voulez. On répond gentiment. La chaîne prend gentiment de l'ampleur, ça nous fait bien plaisir, en tout cas, avec Nam. Bye Oui, bye. oui. Au revoir YouTube.